Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Australie et j'avais super hâte de vous la raconter. Je vais vous parler de quelque chose de sacré. En fait non, je vais vous parler juste de ce qui est sacré. Je vous l'ai déjà dit dans certains de mes épisodes, j'ai eu la chance absolument incroyable d'habiter en Australie quand j'étais ado. J'étais toute jeune. J'avais un peu moins de 13 ans quand nous nous sommes retrouvés tous les 6, mes parents, mon frère, mes sœurs et moi, devant la porte d'embarquement à l'aéroport Charles de Gaulle. La grande aventure. C'était la toute première fois qu'on prenait l'avion. En tout cas de manière consciente, parce que moi j'avais déjà pris l'avion quand j'avais 1 an, mais on est d'accord, ça compte pas vraiment. Premier vol, 23 heures de voyage, vous imaginez ? On était comme des fous, à regarder par le hublot, à découvrir tous les films qu'on allait pouvoir regarder dans l'avion, à comprendre que si on voulait, on pouvait demander à tout moment un verre de jus d'orange. Encore aujourd'hui, 26 ans plus tard, je ressens la même chose à chaque fois que je monte dans un avion, surtout sur les vols long courriers. Bon, la différence, c'est qu'en général, maintenant, je commande plus du champagne ou du vin que du jus d'orange. L'Australie, ça a été une période enchantée de mon enfance. Vraiment, vraiment, vraiment. J'en ai encore des papillons dans le ventre quand j'en parle. Sur les 2 ans et demi que nous avons passé là-bas, on a cherché à profiter au maximum du pays, à découvrir ses trésors, même si finalement, c'est tellement immense qu'en 2 ans et demi, on peut découvrir qu'un tout petit morceau du pays. On a campé sur la plage au milieu des kangourous à Pebble Beach. On a nagé avec les poissons-chats sur la plus grande île de sable du monde, Fraser Island. On a marché dans les Blue Mountains, dont je vous ai parlé récemment dans un autre épisode. Et puis, nous sommes allés dans un lieu hors du commun. Un monument australien qui n'en est pas vraiment un, Uluru. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On l'appelle aussi Ayers Rock. C'est un des plus grands symboles de l'Australie. Uluru, c'est une sorte d'immense rocher rouge au centre du pays. Imaginez-le comme un iceberg de pierre. La partie visible est haute de 348 mètres, donc elle est plus grande que la tour Eiffel, et le tour fait plus de 9 km. Mais sous terre, les géologues estiment que ce rocher incroyable descend jusqu'à 6 km de profondeur. C'est un site sacré pour les populations aborigènes locales et il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les Anangu, les gardiens traditionnels d'Uluru, ce lieu est bien plus qu'un simple rocher. Il est au cœur de ce qu'on appelle en anglais le Dream Time, le temps du rêve. C'est leur histoire de la création de l'univers et de la vie. Je viens d'apprendre qu'on appelait ça la cosmogonie. Un nouveau très joli mot à ajouter à mon vocabulaire et donc peut-être au vôtre. Chaque faille, chaque crevasse, chaque grotte d'Uluru a une légende associée et est liée à leur mythologie. Quand on y est allé, c'était en 2000 ou 2001 à peu près. À l'époque, les 2 grands trucs à ne pas rater, c'était le lever du soleil sur Uluru et monter tout en haut du rocher. On était allé au centre culturel qui avait juste à côté du site. On avait pu découvrir cette histoire du Dreamtime, justement, mais on avait aussi découvert l'art aborigène, on avait discuté avec des rangers et des personnes des communautés aborigènes locales. Et c'est comme ça, du coup, que nous avons découvert qu'en réalité, les communautés locales considèrent le lieu comme un lieu sacré et qui suppliaient les visiteurs de ne pas monter dessus. Je me souviens qu'on en avait parlé en famille. Mes parents nous ont alors proposé non pas de monter sur le rocher, mais de faire une course à pied, tout autour, en famille. Ma petite sœur de 1 an dans la poussette et nous tous en courant. On a donc décidé de se créer notre propre moment de découverte, notre propre souvenir avec Uluru, tout en respectant les croyances locales. Alors heureusement, depuis, la montée sur Uluru a été interdite, depuis 2019 pour être exact. Mais je trouve que c'est intéressant d'en parler quand même. Quand on voyage ou quand on habite à l'étranger, comment on décide de respecter les coutumes et croyances locales me semble vraiment important. Pour nous, ces croyances et cette sacralité du lieu en soi, ça n'avait pas un sens particulier. Mais pour eux, c'était important. Est-ce que ça allait changer le cours de nos vies de pas monter ? Non, pas vraiment. Alors on a trouvé notre propre manière de faire les choses tout en restant dans le respect. J'aimerais bien vous faire une argumentation de pourquoi le respect c'est important.
Mais honnêtement, je sais pas trop comment vous convaincre si vous n'êtes pas déjà. J'ai juste envie de vous dire, profitez-en pour être créatif et créative. Et si vous n'êtes pas d'accord avec les croyances des autres, profitez-en peut-être pour essayer de comprendre d'où elles viennent, ce qu'elles signifient, au-delà de l'interdiction ou de l'obligation qu'elles représentent. Peut-être même réfléchissez à l'impact qu'elles ont sur la manière de vivre et d'interagir de la communauté en question. Pourquoi Uluru est si important ? Parce que la place de la nature et le lien entre l'humain et la nature, chez les populations aborigènes, est central dans leur rapport au monde qui nous entoure. J'ai envie de dire en anglais que l'idée, c'est de passer d'un « pff, who cares » à un « why do they care ?» Donc, d'un « mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ?» à un « mais pourquoi eux, en fait, ils s'en fichent pas ?» On en revient à ma thématique de cœur, poser et se poser des questions. C'est moins confort que de faire les choses comme on a envie et comme on sait faire. Mais c'est tellement plus enrichissant, vous trouvez pas ? Et vous, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire dans un autre pays ? Ou est-ce que vous regrettez peut-être après coup d'avoir fait un truc qui n'était pas super aligné avec les traditions ou les croyances locales ? J'aimerais bien savoir. Venez me raconter ça en commentaire de l'épisode si vous êtes sur Spotify ou bien directement sur mes réseaux sociaux. Je les ai mis en description de l'épisode si jamais vous les cherchez. Je vous laisse pour aujourd'hui. D'ici la prochaine anecdote, je vous propose d'écouter la musique que nous écoutions en Australie. Je vous mets le lien vers U2Yindi qui marie les musiques traditionnelles aborigènes avec la musique contemporaine. Tout plein de souvenirs pour moi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode interview, puis dans 2 semaines pour la prochaine anecdote qui se passera cette fois au Cambodge. À très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.